Les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaitais vous partager un sujet qui me tient vraiment à cœur et qui mérite vraiment d'être entendu parce que vous allez voir que c'est super intéressant. Je voulais parler de la science et de la spiritualité. C'est-à-dire, ce sont deux visions du monde qui sont quelque part en concurrence, qui se tapent un peu l'une dans l'autre dans notre actualité. Et je voulais démontrer dans cette vidéo que la science qui a permis jusqu'à maintenant d'amoindrir la spiritualité parce qu'elle s'est attaquée aux religions, et plus nous avons fait des découvertes scientifiques, et plus les textes qui peuvent sortir, les écrits de la Bible, etc., ou quel que soit le texte religieux, ont souvent été remis en question, et ça a eu pour résultat de faire perdre énormément de spiritualité dans une grande majorité de personnes, et on en arrive aujourd'hui avec une France qui est athée, en majorité, avec des gens qui ne croyaient en aucun Dieu, qui n'ont strictement aucune spiritualité. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que je considère que le fait de n'avoir strictement aucune spiritualité, de ne croire en strictement rien, que nous sommes le pur fruit du hasard, est une erreur, car la science qui a pu prouver que certains textes de l'Église étaient discutables, elle s'est prouvée à elle-même qu'il y a des choses qui ne peuvent être expliquées. Donc, je m'explique. La théorie de Darwin, c'est-à-dire l'évolution avec la sélection naturelle, l'évolution des choses essentielles qui sont nécessaires à la vie de tout ce qui est vivant, de tous les êtres, et qui en même temps supprime ce qui est inutile par évolution. C'est-à-dire que l'humain, par exemple, à ce qui paraît, chez nos ancêtres, nous avions une queue qui ne servait strictement à rien parce qu'on s'est relevé, on s'est mis à marcher debout. Donc l'évolution a fait que cette queue a disparu. Et aujourd'hui, si vous touchez votre coccyx à l'arrière, vous sentez qu'il y a une zone avec une petite bosse, et c'est le résidu qui reste de cette queue par rapport à la théorie de Darwin. Donc cette théorie qui serait l'explication précise de ce qu'est le monde des humains est contredite aujourd'hui par la science elle-même, parce que justement la science qui permet de faire des recherches, et il y a une infinie de recherches, en fait il y a l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et nous avons, avec le temps, de plus en plus de capacités d'aller fouiller ce qui se passe dans l'infiniment petit et ce qui se passe dans l'infiniment grand. Par exemple, nous avons découvert des planètes aujourd'hui, qu'il y a 100 ans en arrière, il était strictement impossible d'avoir la moindre connaissance sur ces planètes. Et aujourd'hui, nous arrivons à savoir des choses qui se passent à des milliards de kilomètres de nous, et les informations se rajoutent, et nous pouvons tirer des conclusions. Grâce à cette science, la science elle-même est parvenue à des informations qui restent inexpliquées et qui ne peuvent pas provenir de la théorie de Darwin. C'est un sujet super intéressant parce que la science prouve à elle-même qu'il y a obligatoirement une intelligence supérieure qui est la créatrice de tout ça. Alors dès qu'on dit créatrice, dès qu'on dit création, aussitôt on pense à Dieu. C'est un peu complexe, on n'est pas obligé de penser à un grand bonhomme avec une barbe, une auréole sur la tête, une robe blanche, on n'est pas obligé de penser à ça, mais la substance, comme on dirait en philosophie, cette chose qu'on a du mal à percevoir ce que c'est, qu'est-ce que cette intelligence serait bien réelle, il serait pratiquement impossible de la contredire. Donc je vous laisse regarder ce petit reportage qui est commenté par Vincent Renoir, mais alors si je vous le partage, c'est parce que c'est un document qui vaut de l'or, et je vous reprends juste après. La science matérialiste, elle affirme que l'homme est un simple produit d'une évolution dirigée au hasard, sans but, qui va du plus simple au plus complexe. D'après cette thèse, l'homme est une machine biologique qui ne s'inscrit dans aucun plan supérieur. C'est bien marqué dans ce livre-là. L'évolution ne va nulle part, elle est sans but. Ce n'est pas une puissance suprême qui choisit de manière consciente les espèces qui doivent exister et celles qui doivent disparaître. Et donc, d'après cette thèse, la vie n'est qu'une étincelle dans l'obscurité. Un être humain sort du néant quand un spermatozoïde rencontre un ovule. Il vit sa vie. Ses pensées ne sont que des influx nerveux dans son cerveau. Et lorsque les influx nerveux du cerveau cessent, l'être humain meurt et replonge dans le néant éternel. La vie n'est donc qu'une étincelle dans l'obscurité, et surtout, elle n'a aucun sens. Tel est le message de la science matérialiste. Seulement voilà, en classe de terminale, moi, j'étudie les hormones. Et à cette occasion, le cycle menstruel de la femme m'a impressionné. Et je me suis demandé, mais comment une
telle mécanique pourrait être issue du hasard. Ça me paraissait très peu probable. Et plus tard, dans mes études d'ingénieur chimiste, donc dans la chimie à plus haut niveau, j'ai étudié le mécanisme de coagulation du sang, avec sa chaîne d'action et de rétroaction mettant en jeu des mécanismes très complexes. Pourquoi toutes ces actions et ces rétroactions? Parce que sinon, c'est quand vous vous blessez quelque part, c'est tout votre sang qui coagulerait. Pour éviter cela, pour que le caillot de fibrine stabilisé ne se forme qu'au niveau de la blessure, il y a une chaîne d'action et de rétroaction, plusieurs dizaines, de façon donc à ce qu'il n'y ait pas cette catastrophe où tout votre sang coagulerait. Et là, l'hypothèse du hasard me semblait vraiment intenable. Parler de hasard dans ces moments-là, quand c'est des phénomènes aussi complexes, qui nécessitent une telle horlogerie, c'est un peu comme si, face à cette falaise, des gens disaient, bah quoi, sur Terre, il y a des centaines de millions de rochers qui ont des formes, il y a des milliards de formes. Eh bien, là, il s'est trouvé que par hasard, la forme a donné la tête des 4 premiers présidents des États-Unis. Vous y croiriez si on vous disait ça? Si on vous disait que finalement, en quelques milliards d'années, ça s'est fait comme ça. Non, vous n'y croiriez pas. De même, imaginez qu'un matin, en sortant de chez vous, sur le trottoir, vous voyez des petits cailloux et qui forment la phrase « Je t'aime ». Allez-vous vous dire « Oh bah oui, il y a des milliards de configurations de cailloux possibles, eh bien aujourd'hui, parmi ces milliards, celle-ci a donné « Je t'aime ». Vous n'y croiriez pas. Tout simplement parce que derrière ces formes que l'on pourrait attribuer au hasard, en fait, il y a un modèle, il y a quelque chose, il y a un message. Et c'est ça qui nous fait dire que ça peut pas être dû au hasard. Eh bien, à mon avis, l'évolution darwinienne, néo-darwinienne, me paraît incapable d'expliquer de nombreux aspects du vivant. Je vais vous en donner 2 exemples. Le cou de la girafe. La girafe a un long cou naturellement, et à des moments, elle se baisse pour boire de l'eau. Eh bien, il y a une loi physique qui nous dit que dans ces moments-là, la pression sanguine au niveau de son cerveau, au niveau de son crâne, c'est égal à la pression qu'elle aurait en haut du cou, plus ce qu'on appelle la hauteur de la colonne d'eau. Eh bien, cette pression au niveau de son cerveau devrait être si forte que la girafe devrait mourir d'une hémorragie cérébrale. Si elle ne meurt pas d'une hémorragie cérébrale, si la pression n'est pas suffisante pour faire éclater les vaisseaux sanguins au niveau du cerveau, c'est parce que dans son cou, il y a toute une série de clapets le long des veines du cou. Et quand elle se baisse pour boire, ces clapets se ferment automatiquement afin d'éviter justement une surpression dans le cerveau. Et moi je m'étais dit, même si on peut supposer que le cou de la girafe a augmenté petit à petit, ou qu'il a augmenté d'un coup par une mutation aléatoire positive, comment y aurait-il eu soudainement des clapets, alors que tant que le cou était petit, il n'y en avait pas besoin, nous on n'a pas de clapets. Donc comment, en même temps que le cou s'allongeait par une mutation aléatoire, comment ces clapets auraient-ils pu se former? Et ça me paraissait inexplicable par l'évolution darwinienne ou néo-darwinienne. Plus net encore, c'est le coléoptère bombardier. Le coléoptère bombardier, quand il se sent en danger, il émet à partir de son abdomen, il projette un acide, donc chaud et surtout corrosif. Or, il est bien évident que si cette arme de défense était stockée dans son propre abdomen, il serait lui-même victime de son arme de défense. Alors comment ça se passe? En fait, dans son abdomen, il a 2 poches qui contiennent 2 produits qui, l'un sans l'autre, considérés seuls, sont totalement inoffensifs. Et lorsqu'il se sent en danger et qu'il veut éjecter l'acide, à ce moment-là, les 2 produits sortent et se mélangent à la sortie d'un canal, et c'est là que, selon une réaction instantanée, l'acide se forme. Voilà. Et moi je me disais, mais alors, comment l'évolution peut-elle faire ça? Comment une évolution aurait pu créer 2 poches disjointes, avec 2 produits inoffensifs dans chacune des poches, mais qui, lorsqu'ils se mélangent, synthétisent tout de suite un acide? Mais c'est pas possible. Il y a forcément un dessein intelligent derrière. Il y a bien forcément quelqu'un qui a pensé à cela.
Plus net encore, c'est le flagelle bactérien. Et pour l'expliquer, je vous propose ce petit reportage. Au cours de conférences universitaires au début des années 90, Michael B.E. commença à faire part de ses doutes sur les capacités de la sélection naturelle à construire des machines moléculaires complexes. Une machine en particulier attira son attention. Je me souviens de la première fois où j'ai vu, dans un manuel de biochimie, la représentation d'un flagelle bactérien, avec chacun de ses composants dans toute sa gloire. Il était doté d'une hélice, d'une zone d'ancrage, d'une transmission et d'un moteur, et j'ai regardé tout ça en me disant, c'est un vrai moteur hors bord. C'est le résultat d'une conception. Ces parties ne se sont sûrement pas assemblées au hasard. La réaction de B.E. n'est pas surprenante, étant donné que les moteurs moléculaires qui propulsent les bactéries en milieu liquide dépendent d'un ensemble de composants mécaniques très élaborés. Les composants de ce système apparaissent au microscope quand des échantillons de cellules sont grossis 50 000 fois. Les biochimistes ont utilisé des photos de microscopie électronique comme celle-ci pour identifier les composants et la structure tridimensionnelle du moteur flagellaire. C'est ainsi qu'ils ont découvert une pure merveille technique à l'échelle miniature. Howard Berg de Harvard l'a surnommée la machine la plus efficace de l'univers. Certains de ces moteurs ont une vitesse de rotation de 100 000 tours par minute. Et ils sont reliés à des mécanismes de transduction de signaux ou sensoriels qui leur fournissent des informations sur l'environnement. Même à cette vitesse, ils peuvent s'arrêter en un quart de tour, changer de cap et repartir à 100 000 tours par minute dans une autre direction. Et tout comme un moteur hors bord, ils sont composés d'un grand nombre d'éléments, indispensables au fonctionnement de l'ensemble. Le flagelle bactérien est doté de 2 vitesses en marche, avant et arrière, d'un refroidissement liquide et d'une force protomotrice. Il possède des anneaux externes et internes, un crochet, un arbre de transmission, une hélice. Ces composants fonctionnent comme un moteur. On emploie ces termes maladroits pour décrire en fait la fonction de ces éléments. Depuis la découverte du flagelle bactérien, les scientifiques ont essayé de comprendre comment un moteur rotatif a pu résulter de la sélection naturelle. Jusqu'à présent, ils n'ont pas été en mesure de fournir une explication darwinienne détaillée. Le problème réside dans une caractéristique des machines moléculaires appelée complexité irréductible. La complexité irréductible est un terme inventé par Michael B.E. pour décrire ces machines moléculaires. En résumé, tout organelle ou système dans une cellule est fait de plusieurs composants, tous essentiels pour son fonctionnement. Si on enlève un de ces éléments, le système ne fonctionne plus. Ce principe de complexité irréductible peut être illustré par un système non biologique familier, le piège à souris. Le piège est composé de 5 pièces. Le déclencheur, où on pose l'appât, un ressort puissant, un fil recourbé appelé arceau, un support pour tenir l'arceau et une base sur laquelle repose tout le système. Si l'une de ces pièces est absente ou défectueuse, le mécanisme ne fonctionnera pas. Tous les éléments de cet ensemble d'une complexité irréductible sont simultanément nécessaires pour assurer la fonctionnalité du système. Piéger une souris. La complexité irréductible s'applique aussi aux machines biologiques comme le flagelle bactérien. On compte en tout environ 40 composantes protéiniques qui font tourner cette machine. Si le crochet ou l'arbre de transmission est absent, par exemple, le flagelle ne fonctionnera pas ou ne sera même pas assemblé dans la cellule. En langage évolutionniste, il s'agit de pouvoir expliquer comment bâtir graduellement ce système où aucune fonction n'est opérationnelle, tant que tous les éléments ne sont pas en place. La complexité irréductible des machines moléculaires pose un défi d'envergure aux possibilités de la sélection naturelle.
Selon la théorie de Darwin, même des structures biologiques très complexes, comme l'œil, l'oreille ou le cœur, peuvent être assemblées graduellement avec le temps par petites étapes progressives. Mais, comme le précisait Darwin, la sélection naturelle ne peut être efficace que si ces modifications génétiques aléatoires offrent un avantage à l'organisme qui évolue dans sa lutte pour la survie. Comme j'ai essayé de le montrer, il n'est pas indispensable que les modifications soient simultanées si elles sont infimes et graduelles. La sélection naturelle scrute les plus minutieuses variations, rejetant les mauvaises, mais préservant et cumulant les bonnes. Mais les infimes variations favorables de Darwin auraient-elles pu donner naissance aux flagelles bactériens ? Certains scientifiques en doutent. Comment une chose nouvelle comme ce moteur flagellaire bactérien et tous ses composants aurait-il pu découler d'une population de bactéries qui ne possèdent pas ce système? D'autant plus que chaque changement selon la théorie de Darwin doit entraîner des avantages. Imaginez un tel scénario au début de l'histoire terrestre. Une bactérie en évolution arrive à développer une queue et peut-être même les pièces nécessaires pour l'accrocher à la membrane cellulaire. Mais sans l'assemblage complet du moteur, cette innovation n'apporterait aucun avantage à la cellule. La queue resterait immobile et inutile, invisible à la sélection naturelle qui, par définition, ne favorise que les changements propices à la survie. La logique de la sélection naturelle est très exigeante. À moins que le mécanisme du flagelle soit complètement assemblé et fonctionnel, la sélection naturelle ne peut tout simplement pas le préserver. Il ne peut être transmis à la génération suivante. Il faut bien comprendre que la sélection naturelle ne s'opère que pour un avantage fonctionnel. Dans la plupart des cas, elle élimine des éléments qui n'ont aucune fonction ou qui sont un danger pour l'organisme. Aussi, dans l'exemple d'une bactérie munie d'une queue qui ne sert pas de flagelle, il est probable que celle-ci soit éliminée. La seule raison de sélectionner un flagelle, c'est parce qu'il fonctionne et cela signifie pour commencer que tous les éléments du moteur flagellaire soient en place. Donc, la sélection naturelle ne peut donner lieu à un flagelle bactérien. Elle ne peut entrer en jeu qu'après que le flagelle soit là et opérationnel. Personnellement, mes études scientifiques m'ont convaincu que tous ces phénomènes du vivant ne peuvent pas être dus au hasard de réaction ni de mutation. Ces mécanismes, selon moi, ont été pensés. Donc, quand on me dit « Est-ce qu'un architecte cosmique est à l'origine de la création de l'univers ?» je réponds oui. L'univers a été créé par quelque chose d'intelligent. L'univers n'est pas sorti de rien. On m'objecte, mais pas du tout. L'univers, il a pu naître d'une fluctuation quantique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, quand vous regardez l'espace, vous avez l'impression de voir du vide. Un vide un peu uniforme. Mais en fait, ce vide, c'est l'énergie. Et le champ énergétique peut fluctuer. Et à des moments, il peut en sortir un grain de matière avec un grain d'antimatière. Donc, c'est-à-dire que ce que vous croyez être tout à fait stable, inactif, est en fait très chaotique. En permanence, il y a des grains de matière et d'antimatière qui naissent de l'énergie. Ces grains, à un moment, se refrappent à nouveau, et quand ils se frappent, ils s'annihilent pour redonner cette énergie. Voilà. Et donc, nous dit-on, eh bien, dans un champ énergétique, de la matière peut se créer à partir du vide, de la matière et de l'antimatière. Et là, nous dit-on, il se trouve qu'un grain de matière, à un moment, s'est formé, ne s'est pas réannihilé avec un grain d'antimatière, et il a vécu une phase d'expansion, et ça a donné l'univers visible. Et on nous dit, les lois physiques démontrent qu'un champ énergétique fluctue, pouvant créer de la matière et de l'antimatière. En conséquence, l'univers s'est créé à partir de rien. Seulement, je réponds, mais s'il y avait eu du néant, il n'y aurait pas eu d'énergie.
Donc déjà, il n'y aurait pas eu de fluctuation énergétique. Il n'y aurait pas eu de fluctuation quantique. De plus, pour qu'il y ait des fluctuations quantiques, il faut que l'énergie obéisse à des lois. Mais ces lois, d'où viennent-elles? Il a fallu pour moi un créateur pour les penser. En conséquence, j'estime qu'il existe un créateur à l'origine de notre univers. Voilà, et je pense exactement la même chose. C'est pour ça d'ailleurs je vous ai partagé cet extrait. Après, en ce qui concerne la religiosité, j'ai un point de vue un petit peu personnel. Je suis un petit peu spinoziste. Alors si ça vous intéresse, allez vous renseigner sur ce qu'a écrit Spinoza avec l'éthique. Il considère que Dieu existe, mais que c'est un Dieu qui n'est pas exactement tel que le définissent les humains. En fait, les humains s'approprient un Dieu à leur propre image, alors qu'ils considèrent que Dieu est quelque chose de supérieur à ça et qu'on ne peut pas imager physiquement. C'est une intelligence qui représente la totalité et qui régit le monde avec des lois. Et ce qui est intéressant par rapport à sa philosophie, c'est que l'humain se détourne en permanence de ces lois. Aujourd'hui, avec le modernisme, avec le progrès, on sort des lois, on devient nos propres dieux. Et en fait, ce qui se produit, c'est que nous devenons des êtres contre nature, et qui dit contre nature, dit contradiction avec ce que nous devons être à l'origine, et crée des troubles, crée des choses négatives qui représentent aujourd'hui les embûches que l'on peut rencontrer dans notre vie. En fait, nous sommes nés avec un libre arbitre, contrairement aux animaux qui, eux, ont un instinct, et cet instinct ne leur donne qu'une seule direction. Par exemple, j'ai des poulets, la poule, elle sait très bien, le matin, elle se lève, elle va faire son œuf, elle sort, il faut qu'elle mange. Elle n'a pas de choix, elle n'a pas à choisir. Elle a des obligations qui s'imposent à elle, et elle fait ses obligations. Nous avons des choix, c'est-à-dire que nous avons le même chemin que la poule qui est possible à suivre, mais nous avons aussi un chemin alternatif qui peut nous rendre différents. Et c'est ce qui se passe, par exemple, aujourd'hui pour la France. Nous empruntons tellement ce chemin alternatif, cette autre voie qui sort de notre instinct, que nous en devenons décadents. Par exemple, nous vivons dans un pays où les gens ne font plus d'enfants. Très peu d'enfants. La natalité est beaucoup plus basse que la mortalité. Alors que dans le monde animal, ceci, ça n'existe pas. Le but unique des animaux est de persévérer dans son être. Leur instinct leur dit qu'il faut en fait qu'ils fassent tout pour survivre et qu'ils fassent des descendances parce qu'ils mourront tôt ou tard, mais l'espèce se perpétuera parce qu'ils persévèrent dans leur être avec la naissance de nouveau-nés. C'est pour ça qu'il y a une continuité permanente chez les animaux et ce n'est plus le cas chez l'humain. Chez l'humain, en fait, l'argent a pris le pouvoir. La société de distraction et de consommation devance cet esprit de conservation, cette idée de persévérer dans son être, et l'homme a oublié de persévérer dans son être, se dit « je suis une étincelle dans la lumière, donc j'ai un laps de temps à vivre, donc je vais m'en mettre plein les yeux, je vais profiter au maximum, à la fin ça va s'éteindre, je ne serai plus là, et ben tant pis, je m'en fous, je suis content parce que j'aurais bien profité ». Et c'est cette vision décadente et qui sort complètement de nos origines, de ce que nous sommes à la base. Nous ne sommes pas faits pour raisonner comme ça. Nous sommes faits pour avoir une identité, rencontrer quelqu'un, avoir le sentiment amoureux, cette union, qui va donner un nouvel être qui sera la continuité de ce que nous sommes. Et comme tout le monde animal, en fait, procéder de la même manière par rapport à notre instinct qui devrait nous dire que normalement, nous devrions persévérer dans notre être. Ce qui n'est plus le cas en France et c'est ce que j'essaye de combattre parce que si on continue comme ça va être la disparition d'un peuple et je considère que quand on souhaite persévérer dans son être, la première des choses c'est de sauver ce que nous sommes. Et c'est pas gagné. Enfin, je vous remercie énormément de m'avoir écouté. J'espère que ce sujet vous a intéressé. Moi, c'est quelque chose, vous avez vu, je vais assez loin parce que c'est quelque chose qui m'intéresse profondément. C'est un petit peu ce qui me fait vivre. Ma vision de la vie se résume énormément à tout cet aspect, toute cette vision par rapport à ça. Qu'est-ce que nous sommes? Quel est le but dans la vie? Pourquoi sommes-nous là? Et pour moi, cette histoire de persévérer dans son être répond à toutes ces questions et donne un sens à la vie. Et quand votre vie a un sens, vous avez envie de la vivre. Et c'est ça qui est le plus important. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté. N'hésitez pas, si vous avez apprécié, de mettre votre commentaire, de me dire ce que vous en pensez, les contradictions, si vous me suivez, si vous êtes d'accord avec moi. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de mettre, voilà, justement, le commentaire, très important pour le référencement de la vidéo. De partager, de vous abonner. J'essaierai de sortir des sujets intéressants comme celui-là, mais bon, c'est pas tous les jours que j'en ai. Ceci dit, avant de vous quitter, je vous mets une dernière séquence qui enfonce un peu plus le couteau sur le sujet, parce que c'est vraiment, voilà, je suis convaincu que la vérité est de ce côté. Donc, liberté de conscience, je pense vraiment être dans la vérité. Ceci dit, prenez le temps d'écouter cette dernière petite séquence qui vient de TikTok. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Merci. Si jamais tu organises une loterie sur l'ensemble des habitants de la planète, sur les 8 milliards d'habitants et que tu tires quelqu'un au sort, il y en a un qui aura gagné. Le hasard existe.
Mais si tu fais une deuxième loterie le lendemain et que c'est le même qui gagne, et une troisième loterie le surlendemain et que c'est encore le même qui gagne, si tu vas interviewer la personne, il va pas te dire j'ai eu beaucoup de chance. La police va venir le voir en lui disant monsieur, oui, il vous faut une autre explication. Et donc en fait, comment ça se fait que si la vitesse d'expansion de l'univers à l'origine n'était pas exactement ce qu'elle avait, mais que tu changeais le 15e chiffre derrière la virgule, on serait plus là pour en parler. Comment tu l'expliques? Si jamais les réglages n'étaient pas exactement ce qu'ils sont, on n'aurait aucune possibilité d'avoir cette discussion. Et des réglages comme ça, il y en a 30. Nous, on a gagné au loto 30 fois de suite, pas sur des chiffres de 8 milliards, sur des chiffres infiniment plus grands, que je t'ai montré le réglage de Roger Penrose. Voilà, ce sont des choses qui posent des questions immenses. Donc on n'est pas... Alors, le fait que Dieu ait choisi de faire un univers avec des merveilles infinies, des prodiges, comme c'est raconté dans la Bible d'ailleurs, c'est un fait qui doit nous interroger.